Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Renforcement de l'outil de défense nationale, de nouveaux vecteurs aériens pour l'armée de l'air. Le ministre en charge de la défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara, remet les matériels aux unités engagées sur le terrain. Ça se passe à Mopti et nous aurons le compte rendu de notre correspondant sur place, Suleiman Sidibé. Sécurisation des biens et des personnes, la protection ne s'affaiblit pas. Un nouveau contingent de nos forces de défense et de sécurité prêt à être déployé sur le théâtre des opérations. Le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, avec ses cadets à Tombouctou, partage ses expériences d'homme de terrain. Idrissa Goulou Sissoko nous édifiera davantage dans ce journal. Célébration de la Journée internationale de la protection des données personnelles. La PDP engage la réflexion sur ses missions. C'est avec les auditeurs de la première promotion du Master en droit du numérique de l'Université Kourougan-Fouga autour du thème protection des données personnelles. Quel rôle pour le juge pénal? Outil incontournable de nos jours, l'intelligence artificielle IA séduit par ses performances, mais interroge aussi sur ses dérives, protection des données, dépendance numérique et impact sur les médias. Ces enjeux ont été au cœur de panels organisés à la faveur de la 3e édition de la Semaine du numérique, ouvert hier jeudi à Bamako. Boukari Koulibaly y a fait un tour. Merci de votre présence. Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour ce léger retard. À Koulouba, la série de présentations des vœux se poursuit. Ce soir, voyons ensemble les vœux du personnel de la présidence adressés au chef de l'État. Le secrétaire général a, au nom de l'ensemble de ses collaborateurs, félicité le président de la transition pour les avancées nationales et les succès enregistrés sous la présidence de la Confédération de l'AIS. En retour, le chef de l'État a salué le dévouement de ses équipes tout en les exhortant à ériger l'exemplarité en principe de collaboration. On retrouve les temps forts de cette rencontre avec Aoulusseini Touré. Ils étaient venus en nombre. Ce matin, le palais de Koulouba a vibré au rythme de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, un moment de communion entre le personnel de la présidence et le chef de l'État. Porte-parole des travailleurs, le secrétaire général a adressé un bilan éloquent de l'année écoulée, présidence de l'AES, gestion de la crise énergétique, renégociation historique des contrats miniers ou encore multiplication des œuvres sociales. Les chantiers ont été vastes et les résultats concrets. Sous votre leadership, en 2025, nous avons été témoins de la mise en place des organes de la Confédération et le lancement historique de la Banque d'investissement et de développement de l'AES. Le lancement du passeport biométrique commun, facilitant la libre circulation de nos concitoyens. La création de la chaîne de télévision commune pour porter la voix authentique de nos peuples.
l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES qui va permettre d'intensifier et de mieux coordonner la lutte contre le terrorisme, le passage amical, fraternel et cordial de témoins à votre frère, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, pour une présidence qui s'inscrit dans la continuité des principes de la Confédération. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous avons la foi et la profonde conviction que l'année nouvelle va réserver de nombreux et significatifs changements dans la vie des Maliennes et des Maliens. Nous sommes debout à vos côtés pour relever les défis qui s'imposent à notre cher pays, ayant à l'esprit que le sacrifice pour l'émancipation ne laisse pas de place à la peur, à la prévarication et à la lassitude. L'espoir est permis et l'avenir sera radieux. L'année écoulée a également mis en lumière votre détermination à protéger les quotidiens des Maliens. Nous saluons les immenses efforts fournis pour pallier la crise du carburant, notamment par la sécurisation des approvisionnements et les mesures stratégiques de régulation qui ont permis de stabiliser la situation énergétique du pays. La poursuite des travaux de construction des centrales solaires prolonge la longue liste des actions entreprises pour résoudre l'équation énergétique. Dans la dynamique des reconquêtes de notre dignité, nous saluons la renégociation historique des contrats avec les sociétés minières. Grâce à votre fermeté, les ressources du sous-sol malien profitent davantage aux Maliens, concrétisant ainsi votre vision que l'or du Mali doit briller pour les Maliens. Les œuvres sociales réservent une grande part au bien-être des Maliens à travers des réalisations concrètes et appréciables dans plusieurs domaines. Les chiffres et les réalisations sont éloquents et traduisent votre souhait profond de satisfaire les besoins vitaux de nos chers compatriotes. On peut citer, entre autres, les centres de dialyse dans le district de Bamako et leur fourniture en intrants, la construction des stades de sport, la construction de vestibules pour les autorités et légitimités traditionnelles, l'installation des panneaux solaires dans les hôpitaux et autres centres de santé, le don de plus de 300 kits solaires aux artisans, le don de près de 500 fourrages aux populations, la fourniture d'ambulances aux centres de santé, l'organisation brillante de la Super Coupe de football qui porte votre nom, le renforcement des capacités des agents par des formations, le choix éclairé des ressources humaines qualifiées et performantes, animées d'esprit patriotique, d'engagement et de loyauté, et ayant comme credo de servir dignement à vos côtés et d'avoir notre beau pays et le bonheur des Maliens comme repère. Pour 2026, l'ambition reste intacte, transformer l'espoir en grande réalisation. En réponse, le chef de l'État a salué le sens du devoir de ses équipes, mais le général d'armée Assimi Goïta regarde déjà vers l'avenir. Pour lui, 2026 doit être l'année de la culture du résultat. Je me réjouis de l'engagement que vous avez réaffirmé au nom de l'ensemble du personnel en faisant de la présidence de la République un centre d'impulsion où se conjuguent compétences, rigueur, équité et sens du service public comme une exigence permanente. Cette ambition doit se traduire chaque jour par une administration plus efficace, plus attentive aux réalités du terrain et plus exigeante envers elle-même. Dans cet esprit,
je salue les efforts consentis pour renforcer la discipline budgétaire. La sobriété n'est pas un slogan, elle est une règle de commandement et une exigence de crédibilité. Car lorsque l'État maîtrise ses charges, il protège sa souveraineté. Lorsque l'administration honore ses engagements, elle inspire confiance. Les résultats obtenus dans la réduction des frais de fonctionnement et la maîtrise des engagements doivent être consolidés et doivent s'inscrire dans la durée. J'ai également pris bonne note de l'impact concret des œuvres sociales. En effet, les œuvres sociales ne sont ni une parenthèse ni une vitrine. Elles constituent une réponse de proximité à des besoins réels dans la santé, l'accès à l'eau, l'énergie, l'assistance aux ménages et l'accompagnement des travailleurs. Poursuivre ces actions, c'est affirmer la conviction que la souveraineté n'a de sens que si elle améliore la vie des citoyens. Je vais aussi relever la portée du travail engagé sur la valorisation de notre mémoire collective à Koulouba, le respect de nos symboles, la mise en avant de nos références nationales et la transmission de notre histoire constitue un acte de souveraineté culturelle. C'est un message clair adressé à notre jeunesse. Notre passé est une source de fierté et notre avenir se construit dans la fidélité à nos valeurs. Le président de la transition a fixé 2 priorités majeures, l'épanouissement de la jeunesse et une détermination sans faille face au terrorisme et à la guerre de l'information. L'année 2026 nous appelle à une exigence supplémentaire. Il s'agit de renforcer notre capacité d'anticipation et d'assurer la cohérence de l'action publique. Je vous invite à consolider la culture du résultat, l'esprit d'équipe et la coordination entre services afin que l'État puisse agir avec plus de célérité, de précision et de constance. Dans le contexte actuel, notre vigilance doit également s'exercer sur un autre front, celui de la guerre informationnelle, qui est devenue une arme de déstabilisation, destinée à discréditer les institutions, à fracturer l'unité nationale et à affaiblir la volonté collective. Lorsqu'elle vise à falsifier les faits, à manipuler l'opinion et à installer la défiance, elle accompagne le terrorisme armé et poursuit des objectifs de soumission. Notre réponse doit rester digne et méthodique, fondée sur la vérité des faits, la discipline de communication, la réactivité et le respect des personnes et de la République. Dans le domaine communicationnel, Koulouba porte une responsabilité particulière, celle d'impliquer la rigueur dans la production de l'information, le sens de la confidentialité et la cohérence dans les messages de l'État. Je vous exhorte donc à demeurer un exemple dans la conduite professionnelle, dans l'intégrité du comportement, la loyauté à l'égard de l'intérêt supérieur de la nation et l'exécution exemplaire des missions à vous confier. Sobre mais intense, cette cérémonie s'est achevée par des salutations d'usage scellant un pacte de loyauté pour l'année à venir. Cap est désormais mis sur 2027 avec un seul credo, le Mali et le bien-être des Maliens. Renforcement de l'outil de défense nationale, de nouveaux vecteurs aériens pour l'armée de l'air. Le ministre en charge de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a procédé ce vendredi à la remise des matériels aux unités engagées sur le terrain. C'est à Mopti. Sur place, le ministre a également rencontré le commandement militaire et les troupes. Le compte rendu de notre correspondant, Suleiman Silibi.
Un vendredi pas comme les autres dans la Venise malienne, le ministre de la Défense et des anciens combattants est venu insuffler une nouvelle dynamique dans la conduite de ceux qui tiennent le rempart dans la région de Mopti. À son arrivée, le général des corps d'armée Sadio Kamara a visité la base aérienne de Sévaré où il a remis les clés des drones de type Akenchi. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a fait de la montée en puissance des FAMA un axe majeur de l'action de l'État. Grâce au soutien du peuple et à l'engagement de nos vaillants soldats, cette montée en puissance fait au quotidien des résultats remarquables. La coordination avec nos frères de la Confédération des États du Sahel, unis au sein de la force unifiée, met en échec tous les plans de l'ennemi. Un appel à nos frères égarés. Il est encore temps de revenir dans la République. Le général Sadio Kamara a aussi rencontré le commandement du théâtre centre de l'opération de Wokoloko avant de rencontrer les troupes. Depuis un certain moment, l'armée malienne s'est renforcée avec beaucoup de matériel, beaucoup d'apprentissage. Nous voyons une vraie détermination de la part des militaires qui sont engagés. Et aujourd'hui, recevoir le ministre nous met à l'aise et nous motive vers la conduite des missions qu'ils nous ont confiées. C'est sur une note de fraternité d'armes autour d'une table commune que la mission a pris fin. Le général Kamara prend congé des troupes galvanisées par cette marque de proximité humaine digne des ministres de la Défense et des anciens combattants. Le ministre Kamara a respecté la tradition en rendant une visite de courtoisie aux notabilités de la ville. Et les activités accrues comme synonyme de défense et de sécurisation des biens et des personnes, la protection ne s'affaiblit pas. Un nouveau contingent de nos forces de défense et de sécurité prêt à être déployé sur le théâtre des opérations. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale est à Tombouctou. Le général de corps d'armée, Ismaël Ouagé, partage ses expériences d'homme de terrain avec ses cadets qui s'exerçaient justement au tir et au combat en zone urbaine. Idrissa Goulou Sissoko nous fait le point. En ce jour, en région de Tombouctou, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, a été invité à prendre part à la sortie de fin de formation d'un contingent des forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 5. Ainsi, il a pu assister à des exercices d'aguerrissement. Le ministre s'est réjoui de la bonne tenue de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 grâce au leadership des autorités administratives et militaires de la région. Tout le monde parle de la réussite de la Biennale et c'est dû à deux hommes. Le premier, bien sûr, c'est le responsable administratif et exécutif de la région qui est le gouverneur lui-même. Et le second, celui que tout le monde à Tombouctou appelle le silencieux. Il s'appelle du commandant de zone, le colonel Nyangadou. Lui et ses hommes ont fait en sorte que la Biennale aujourd'hui, qui est une fierté nationale, puisse se tenir à Tombouctou. C'était inimaginable. Et dans la foulée de la victoire de la Biennale de Tombouctou, avec le gouverneur, nous avons organisé le festival Vivre Ensemble pour surfer sur le reste de la culture et commencer l'année 2026 avec un bon augure. Par cette formation d'aguerrissement, la montée en puissance de l'armée malienne est une réalité. Le scénario qu'ils nous ont montré ce matin montre à hauteur de souhait qu'aujourd'hui, les femmes sur le terrain sont notre fierté. C'est un entraînement organisé selon les besoins, en fonction de la menace sur le terrain et en fonction de l'évolution de la situation tactique. Comme j'ai l'habitude de dire, il est très difficile que moi je sois impressionné. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai été impressionné par la qualité de la prestation. Ce qui me permet de comprendre comment la région de Tombouctou en général et tous les secteurs d'opération de la zone 3 sont vraiment bien tenus sur le plan sécuritaire. Il a échangé avec le contingent en prodiguant des conseils avant de partager avec eux un repas de corps. Détour à Bamako, célébration de la Journée internationale de la protection des données personnelles. La PDP engage la réflexion sur ses missions. C'est avec les auditeurs de la première promotion du Master en droit du numérique de l'Université Kourougan Fouka autour du thème protection des données personnelles. Quel rôle pour le juge pénal? Sorana Kamisoko nous en parle.
Les auditeurs de la première promotion du master en droit du numérique de l'université Kouroukanfouka à l'école de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Il s'agit pour la vingtaine de participants de mener une réflexion autour du thème « Protection des données personnelles ». Quel rôle pour le juge pénal? Dans le cadre de l'accompagnement de la vision de digitalisation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, l'APDP et l'université Kouroukanfouka de Bamako ont co-construit un master en droit du numérique qui va bientôt recruter sa deuxième promotion. Si l'APDP a investi des missions de régulation, de contrôle, de conseil et de sanctions administratives, l'effectivité réelle de la protection des données personnelles repose également sur l'intervention du juge pénal. Le juge pénal joue un rôle central dans l'exécution des décisions de l'APDP. La rencontre permettra surtout de mettre l'accent sur le rôle de chaque acteur pour aplanir les difficultés et harmoniser les positions. Nous avons franchi une étape décisive avec la mise en œuvre opérationnelle du cadre de concertation des autorités de protection des données à caractère personnel de l'espace AES, dont le Burkina assure la présidence. Une feuille de route commune signée le 18 novembre 2025 à Ouagadougou entre les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour unir désormais nos efforts pour harmoniser nos cadres juridiques afin de répondre aux risques numériques. Madame la Présidente, votre présence à nos côtés témoigne notre volonté commune d'accompagner la vision et la volonté de leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président de l'Alliance des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général Abdrahmane Tchani, président de la République du Niger. Votre volonté, disais-je, témoigne de notre volonté commune d'accompagner la vision et la volonté de ces excellences de bâtir une souveraineté numérique dans l'espace AES. En marge de la rencontre consacrée à la célébration de la Journée internationale de la protection des données à caractère personnel, l'association Communitas, ou Réseau des blogueurs du Mali, a remis une attestation de reconnaissance au président de l'APDP pour son soutien à la 3e édition de l'Académie des jeunes blogueurs. Allez, si je vous amène faire à présent un tour au CICB où se tient la 3e édition de la semaine du numérique. Les ministres en charge du numérique de la Confédération des États du Sahel ont visité les stands cet après-midi. On y découvre le génie africain, particulièrement celui de l'AIS. La digitalisation est bel et bien en marche dans la sous-région et nos experts sont prêts à jouer pleinement leur partition au concert des nations. C'est ce que l'on découvre dans ce reportage signé Youssouf Diakiti. La semaine du numérique est un espace de connexion, d'intégration et de partage d'expériences pour mieux réfléchir et apporter des solutions concrètes aux préoccupations de la population à travers le digital, surtout avec l'expansion de l'intelligence artificielle. Les ministres en charge du digital de la Confédération des États du Sahel, présents à cette 3e édition de la semaine du numérique, sont venus voir la créativité des jeunes. C'est un réel plaisir de constater les différentes solutions développées, les applications présentées, la forte présence des jeunes, en majorité c'est des jeunes, de constater que tout ce qu'ils ont développé, exposé, cadre parfaitement avec les priorités de nos États, de la Confédération. C'est fait sous la base de notre environnement culturel, de notre contexte, fait par nous, pour nous et en tenant compte de nos réalités, de notre culture. L'un des atouts majeurs de l'initiative de la Semaine du numérique, c'est de renforcer la coopération régionale en matière de transformation digitale. Nous sommes impressionnés et ravis de ce qu'ils proposent parce que nous voyons des solutions qui s'adressent à des problématiques réelles, qui partent de la sécurité vers l'agriculture en passant par les démarches administratives. Donc c'est dire que notre jeune a conscience des défis de leur pays et sont prêts à mettre leur ingéniosité pour développer des solutions made in AES pour pouvoir résoudre ces problématiques-là. Donc cela nous encourage à
continuer d'offrir ce genre de plateforme pour que cette jeunesse-là puisse s'exprimer. L'intelligence artificielle et e-gouvernance en temps de crise, défis et opportunités pour le gouvernement. L'accès et le service universel, quel impact pour la promotion de la culture? Ce sont là, entre autres sous-thèmes développés, des thèmes selon le ministre Ag Ilien qui cadrent avec les solutions proposées par les jeunes. L'intelligence artificielle que les gens, certains n'ont pas vu venir, mais elle est déjà installée, elle est là, elle est partout, elle est dans nos classes, dans nos assiettes, elle est un peu partout, et elle est dans toute notre vie, dans notre administration. Et donc nous nous sommes dit que quand même, puisque ça va vite, et puis c'est une civilisation universelle, le numérique et l'intelligence artificielle qui en fait partie, je le précise, il fallait quand même faire attention parce que ça peut nous amener vers des horizons qu'on ne souhaite pas. Donc nous avons dit qu'il faut l'arrimer à notre culture. C'est pour cela que nous avons parlé de l'Internet, de l'intelligence artificielle basée sur la culture. Le ministre de la Culture l'a dit ici, et je le confirme ici, que tout peut se faire avec la culture, rien ne peut se faire sans la culture. Parce que si nous n'arrivons pas à adapter l'intelligence artificielle à notre culture, nous risquons d'être des machines humaines. Il faut le rappeler, l'intelligence artificielle est de plus en plus citée pour la performance et la compétitivité des services publics et des organisations. C'est pourquoi, disent les visiteurs du jour, il est mieux indiqué de maîtriser les différentes articulations pour mieux l'adapter véritablement au contexte régional et local. Et toujours en parlant de la semaine du numérique, revenons ce soir sur un des outils devenus incontournables de nos jours. Il s'agit de l'intelligence artificielle. L'IA séduit par ses performances, mais interroge aussi sur ses dérives, protection des données, dépendance numérique et impact sur les métiers. Des enjeux qui ont été au cœur de panels réunissant experts, acteurs du secteur numérique, créateurs de contenu numérique et décideurs autour d'une ambition affichée, bâtir une digitalisation endogène, éthique et au service de l'État et des citoyens. Suivant Boukari Koulibaly. Utilisée dans de nombreux secteurs d'activité, l'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme l'un des leviers majeurs de transformation de notre siècle. Elle révolutionne les usages, optimise les performances et simplifie les tâches du quotidien. Mais cette avancée technologique n'est pas sans risque. Vol des données personnelles, dépendance numérique ou encore paresse intellectuelle, autant de défis au cœur du panel intitulé « Intelligence artificielle ». Quelle approche pour la transformation des services publics? Nous avons parlé beaucoup des prérequis, parce qu'on a constaté que comme la nourriture ou bien le carburant de l'IA, ce sont les données, et qu'aujourd'hui nous ne disposons pas, ou peut-être les données dont nous disposons ne sont pas dans des formats exploitables par l'IA. C'est important qu'on digitalise. La digitalisation permet de produire des données de qualité sur lesquelles on peut s'appuyer pour entraîner nos IA. Dans la continuité des débats, un second panel s'est intéressé au lien entre la création artistique et l'intelligence artificielle, de la tradition à l'innovation. Il faut travailler pour que nous puissions créer nous-mêmes nos contenus pour alimenter. Également, il y a d'autres recommandations qui consistent au fait à ce que l'État puisse réellement investir dans la formation des hommes pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, et il a été question d'encourager l'État à investir également dans le stockage des données pour pouvoir garder nos données à la maison. Au-delà des panels, ce cadre d'échange a surtout permis de faire le point sur les acquis déjà enregistrés par les autorités et de dévoiler les chantiers en cours ainsi que les ambitions du gouvernement en matière de transformation numérique. Le gouvernement est à 100% engagé dans cette vision de développer l'Afrique et la sous-région avec tous les moyens techniques et scientifiques nécessaires, dont le numérique qui est en réalité le père familial de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est à vous, scientifiques africains du Mali et d'ailleurs, de pouvoir trouver des solutions appropriées. Je crois que le cadre a été créé. Je vous ai parlé de la création de l'AGETIC depuis en janvier 2005, du Centre d'intelligence artificielle depuis août 2023, et aussi des milliers de cadres que l'État a formés à l'extérieur et maintenant qui commencent à former ici. Et le gouvernement a compris aussi qu'il faut revenir à l'enseignement des matières scientifiques de base, maths, physique, chimie, technologie. C'est pour cela que nous allons bientôt ouvrir des lycées d'excellence. En marge des panels, le ministre a visité les espaces dédiés aux masterclass des acteurs du numérique ainsi qu'à la formation des représentants des structures publiques de l'État.
Partout où il est passé, le même message a été porté, celui d'un État engagé, résolument tourné vers une digitalisation endogène, inclusive et au service de l'intérêt public. À noter que la semaine du numérique se poursuit jusqu'à demain au CICB. L'initiative est du département en charge de la communication à réponse à l'appel de Sikasso du président de la transition concernant la digitalisation de l'administration. Financé par la Banque mondiale, le programme de master en ingénierie du développement durable et management de l'environnement répond à un besoin de former des professionnels capables de faire une bonne lecture des défis environnementaux auxquels le monde est confronté. La cérémonie de lancement du dit projet, c'est un compte-rendu de Boubacar Babletouri. Tout comme les autres pays du monde, le Mali fait face à des défis climatiques et environnementaux importants. Parmi ces défis, la dégradation des terres, les pressions sur les ressources naturelles. Des enjeux qui nécessitent une solution globale basée sur non seulement une sensibilisation à grande échelle, mais aussi des cadres et des institutions bien formés sur les questions environnementales. Une dynamique enclenchée par le gouvernement du Mali à travers le lancement officiel du Master en ingénierie du développement durable et management de l'environnement. Pour la Banque mondiale, ce programme s'inscrit dans une approche intégrée du développement fondée sur le renforcement des compétences et des systèmes nationaux reconnus comme un déterminant essentiel de la qualité des politiques publiques, de l'efficience des investissements et de la résilience face aux chocs climatiques, environnementaux et socio-économiques. C'est à ce titre que la Banque mondiale salue l'alignement de ce master avec les priorités stratégiques Mali-Koura 2063. Ce programme qui a démarré ce mois de janvier répond à un besoin crucial, celui de former des professionnels capables d'évaluer des politiques, des projets et programmes de développement durable en lien avec l'environnement. Il est mis en œuvre par un consortium d'institutions d'enseignement supérieur, à savoir l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée. Au nom de l'ensemble de ces structures, je réitère notre engagement solennel de ne ménager aucun effort pour la réussite de ce programme de formation qui répond pertinemment à une nécessité nationale. En lançant officiellement ce master, le Mali réaffirme sa volonté de bâtir un développement durable fondé sur la souveraineté, la compétence et la responsabilité nationale. Notre ambition est claire, faire de ce programme une référence nationale et régionale, un symbole de dignité et de souveraineté au service de notre peuple et des générations futures. Un partenariat désormais scellé à travers la signature de conventions de financement des auditeurs par le PRTD et les institutions d'enseignement supérieur partenaires. 8e session du comité de pilotage du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali. Plus d'explications avec Mamadou Fani. À quelques mois de la fin du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, les membres de son comité de pilotage se réunissent pour faire le point des réalisations. Cependant, on note que la mise en œuvre de ce projet a connu de nombreuses contraintes qui ont mis en retard de nombreux programmes. Le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, c'est un financement de la Banque islamique de développement et le gouvernement de la République du Mali, qui a été lancé le 19 novembre 2018. Le projet a connu 2 suspensions dans sa durée de vie. Donc avec tout ça, le projet n'est pas arrivé vraiment à atteindre les objectifs qui étaient programmés chaque année. C'est un projet pastoral dont les 50% du financement sont alloués aux infrastructures pastorales. Nous entendons quand même boucler ces activités-là, ne serait-ce que au moins qu'on puisse, sur les 7 milliards prévus cette année, qu'on puisse quand même consommer les 95% de ça. L'année 2026 sera celle de tous les travaux en cours ou non encore démarrés devront résolument être achevés, notamment les travaux de la piste rurale Sikasso-Dandresso, longue de 33 km, la réalisation de 1133 km de corridors pastoraux, la réalisation de 55 points d'eau, la délimitation de 200 km de pare-feu, la réalisation de 4 gîtes d'étape. Au cours de cette session,
vous aurez à examiner les documents relatifs à l'état d'exécution des activités au titre de l'année 2025, le programme de travail et le budget annuel de l'année 2026. Celui-ci se chiffre à 7 milliards 1 550 925 francs CFA. Les principaux résultats attendus de ces projets sont entre autres la contribution de la consommation de lait par habitant, un apport conséquent du secteur bétail-viande au budget des ménages, la facilitation à l'accès aux microfinances pour les exploitants. C'est dire que les résultats de ces comités sont très attendus. Plus de 243 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2026 de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité. Le point de cette 14e session de son conseil d'administration, c'est avec Fanta Mamanientao. Dans le cadre de l'exécution efficace de sa mission, l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité, AMANORM, s'emploie à assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation et de promotion de la qualité. C'est dans cette dynamique que la structure a tenu la 14e session de son conseil d'administration avec l'ambition d'insuffler un nouvel élan à sa vision stratégique. Parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour figurait l'examen des rapports d'activité et financiers de l'exercice 2025 ainsi que l'étude du projet de budget pour l'année 2026. Globalement, nous sommes à 58% de l'exécution physique de nos activités, malgré les contraintes budgétaires, aussi bien dans la mobilisation des ressources de la subvention de l'État que dans la mobilisation des ressources propres. Nous avons eu des difficultés de mobilisation, mais malgré tout, nous avons quand même pu réaliser un résultat qu'on peut dire satisfaisant. En ce qui concerne l'exécution des dépenses, nous sommes à 51,51% par rapport au budget initial. Sinon, par rapport au crédit ouvert, nous sommes à plus de 97% de mobilisation, d'utilisation des ressources mises à notre disposition. Selon le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, de nombreux défis restent encore à relever dans le secteur. Il a toutefois salué les efforts consentis par l'AMANORM pour le développement et l'ancrage d'une véritable culture de la qualité au sein des entreprises nationales. Le projet de budget 2026, soumis à votre appréciation, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 243 306 303 francs CFA, contre 318 036 francs 369 036 francs CFA en 2025, soit une diminution de 23,58%. Ce budget est constitué par la subvention de l'État pour un montant de 177 632 000 francs CFA contre 208 931 000 francs CFA en 2025. Les ressources propres de l'agence représentent un montant de 65 674 303 francs CFA contre 109 438 36 francs CFA en 2025. Ces différents chiffres montrent nettement, comme vous le voyez, une diminution du budget de l'AMANORM. Il revient donc à l'AMANORM de trouver les moyens pour inverser cette tendance afin de relever le défi de la performance. À noter que l'objectif stratégique de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité est de renforcer la compétitivité des entreprises nationales en général et celle des entreprises industrielles, en particulier à travers la mise en œuvre rigoureuse de la politique nationale de normalisation et de promotion de la qualité. Et poursuivons avec la 49e session ordinaire du conseil d'administration du CHU Gabriel Touré. C'est avec Koumba Sissi. Le CHU Gabriel Touré vient de réunir ses administrateurs autour de la 49e session ordinaire, occasion pour ses ordonnateurs de faire le bilan de l'année écoulée. Au cours de l'année 2025, près de 95 800 consultations ont été effectuées. L'hôpital a enregistré 19 387 hospitalisations et a fait un encaissement de 2 275 504 858 francs CFA, soit un taux de réalisation de 101,75% des prévisions. Ces résultats sont la preuve que lorsque le patient est placé au centre de nos préoccupations et que chacun de nous apporte le meilleur
de lui-même, le travail collectif transforme la vie de nos concitoyens. Cette année, les défis à relever pour améliorer les prestations au sein du service sont nombreux. Nous devrons continuer à œuvrer pour l'amélioration du plateau technique, l'amélioration de la prise en charge des conditions d'hospitalisation et surtout l'accueil et les soins prodigués. Le budget de cette année, avec le budget de l'État et le budget autonome que nous prévoyons, sera autour d'environ 7 milliards. Les administrateurs ont observé 1 minute de silence en la mémoire du PCA de Gabriel Touré, feu El Hadji Sidi Konaké, arraché à l'affection de ses membres il y a 6 mois de cela. Signature de 2 protocoles d'accord, d'abord entre l'Union nationale des pharmaciens privés du Mali, UNPPM, et le groupe Coris Bank International, puis entre UNPPM et Salam Assurance. Mamadou Fani pour les explications. L'Union nationale des pharmaciens privés du Mali élargit son cadre de collaboration avec d'autres structures du secteur privé, d'une part avec Coris Bank International et d'autre part entre l'Union et Salam Assurance. Il s'agit à travers ces 2 protocoles d'accord signés de créer une base de collaboration entre les pharmaciens privés du Mali, Coris Bank et Salam Assurance. Ce protocole traduit notre volonté de déployer des solutions bancaires adaptées aux réalités des pharmaciens en tenant compte des spécificités de leur activité, de leur cycle d'exploitation et de leurs besoins d'investissement. Le protocole d'accord que nous allons signer s'inscrit dans la ligne droite de la vision de notre société et de la vision même, je dirais, du groupe qui est d'être une société qui apporte des solutions aux problèmes que les professionnels nous posent au quotidien. Par ces 2 conventions, Coris Bank International et Salam Assurance s'engagent à développer les produits Pharm Assure pour Salam Assurance et à aider à l'accès au financement bancaire pour Coris Bank au bénéfice de l'Union des pharmaciens privés. Nous travaillons avec ces 2 partenaires pour mettre en place des produits avec des avantages pour nos adhérents. Comme nous sommes un regroupement de pharmaciens de tous les bords, nous avions des pharmaciens d'officine, ce qu'on appelle les pharmacies communément. Nous avions des pharmaciens qui travaillent dans des laboratoires. Nous avions des pharmaciens industriels et d'autres pharmaciens qui sont d'autres bords. Donc chaque fois que ces pharmaciens privés qui font partie de notre regroupement auront besoin de financement, s'ils ne peuvent pas le faire sur fonds propres, la banque va les accompagner avec des taux préférentiels. Ça a été la même démarche avec Salam Alliance. Donc ces 2 partenariats vont aider nos membres, qui sont plus de 200 aujourd'hui, d'avoir des produits à leur disposition. Ces 2 protocoles d'accord marquent l'aboutissement d'un processus entamé depuis juillet 2025. Ils permettront de sécuriser l'activité des pharmaciens privés et de garantir sa prise en charge par les assurances. Ouverture à Cotonou ce vendredi du Forum des médias sur les maladies tropicales négligées. Notre envoyé spécial est Agoubi Koulibaly. Ce forum se veut un cadre stratégique de réflexion et d'engagement mettant en exergue le rôle central des médias dans la lutte contre les MTN, maladies tropicales négligées, ces pathologies silencieuses qui touchent des millions de personnes en Afrique, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Pour cette 4e édition, le REMAPSEN veut mettre un accent sur cette responsabilité qui est la nôtre face aux maladies tropicales négligées, d'où le thème de la négligence à la mise en lumière fait avancer l'agenda africain pour l'élimination des MTN. On sait tous que lorsqu'on parle par exemple d'éléphantiasis, beaucoup d'entre nous ne savent pas c'est quoi. C'est des terminologies qui sont assez compliquées à retenir, qui semblent être très scientifiques. Et lorsque je prends ma grand-mère qui vit à Koungheul, par exemple, au fond du Sénégal, elle ne sait pas réellement de quoi on est en train de parler. Donc aujourd'hui, on aura l'objectif de voir comment déconstruire le langage, comment nous assurer qu'on puisse parler à ces personnes qui n'ont jamais été à l'école, mais également à ces personnes-là qui sont affectées par ces maladies, mais qui sont entourées par le tabou et la pesanteur sociale qui entoure ces maladies-là. Pendant 2 jours, les échanges porteront sur les défis liés à la communication sanitaire, à la mobilisation communautaire et à l'appropriation des stratégies d'élimination par les populations. Aujourd'hui encore, plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent sous la menace des maladies
pourtant évitable, traitable et plus que jamais à portée d'élimination. Au Bénin, la lutte contre les maladies tropicales négligées est une priorité de santé publique depuis de longues années. Nous avons éradiqué la dracunculose en 2009, éliminé la trypanosomiase humaine africaine en 2021 et le trachome en 2023. À Cotonou, ce forum des médias sur les maladies tropicales négligées se présente ainsi comme celui d'un passage de l'indifférence à l'action concertée où la plume, la voix et l'image des médias africains pourraient enfin contribuer à briser le silence autour des MTN et accélérer leur éradication définitive du continent. Jocelyne Amoussou nous livre le bulletin spécial d'information des forces de défense et de sécurité suite à l'attaque dans la nuit du mercredi 28 janvier 2026 au niveau de la base aérienne 101 de Niamey. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, aux environs de 0h20, un groupe de mercenaires télécommandés a attaqué la base aérienne 101 de Niamey, celle-là même d'où les forces françaises ont été chassées le 22 novembre 2023. L'attaque qui a duré une trentaine de minutes a été menée par des assaillants à bord de motos, tous phares éteints. Le dispositif de sécurité de la base aérienne, appuyé par les forces de défense et de sécurité de la ville de Niamey, dans une parfaite coordination, a permis de repousser vaillamment cette attaque perfide. Malheureusement, 4 militaires ont été blessés et du matériel endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu. Dans leur fuite, les terroristes ont tiré à la sauvette sur 3 aéronefs civils, dont 2 de la compagnie aérienne Askai. La vigoureuse riposte aéroterrestre a permis la neutralisation de 20 mercenaires et l'arrestation de 11 autres, dont la majorité est grièvement blessée, ainsi que la récupération d'un important matériel de guerre et des motocyclettes. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, rassure les concitoyens que la situation est maîtrisée et que les FDS mettent tout en œuvre pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, remercie par la même occasion la population de Niamey qui est sortie spontanément apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité toute la nuit durant. 50 ans de l'avocat burkinabé, un colloque international se tient depuis le 28 janvier sous le thème 50 ans d'une avocature en mouvement. Konsoun Koulibaly, Sonia Kokti pour le reportage. 50 années d'engagement au service de l'intérêt général marquées par les mutations politiques, institutionnelles et sociales, les avocats du Burkina Faso organisent un colloque international qui réunit acteurs du droit et experts autour d'une réflexion de fond sur l'évolution de leur profession. Loin d'être un exercice commémoratif, cette rencontre se veut un cadre de réflexion prospective visant à analyser les défis actuels de la profession d'avocat sous le thème 50 ans d'une avocature en mouvement. Des questions taboues, comme l'avocat et la politique, aux questions qui fâchent, comme les obstacles à l'exercice de notre profession aujourd'hui, jusqu'au portrait robot de l'avocat africain de demain, en passant par la place de l'avocat africain en Afrique et dans le monde, nous n'allons laisser subsister aucune interrogation sans réponse. À travers mon département, le gouvernement poursuivra dans les limites de ses possibilités l'amélioration des infrastructures judiciaires, la formation et la digitalisation pour que l'avocat burkinabé reste un vecteur essentiel de cohésion sociale et de développement basé sur nos valeurs endogènes. Les activités marquant le cinquantenaire de l'avocat burkinabé se déroulent du 26 au 31 janvier. La conférence inaugurale est assurée par le juriste camerounais Dr Achille Ngwanza, donnant le ton de ces journées de réflexion qui seront clôturées par un dîner gala de distinction en hommage aux acteurs qui ont marqué l'histoire et l'évolution de cette profession.
La promotion 2025 de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School est baptisée Feu Aminyang, un parrainage qui honore la mémoire de l'illustre disparu. La promotion compte 250 étudiants en licence et master. Compte rendu à Ouatraouri. C'est dans une ambiance festive que 250 étudiants de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School viennent de recevoir leur diplôme de fin d'études. Nous avons opté pour une formation d'élite professionnelle en développant deux aspects chez nos étudiants, la compétence théorique pratique, mais aussi on façonne des hommes. En 10-15 ans, nous avons aujourd'hui dans toutes les institutions financières, institutions multinationales de la place, beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants d'ISC. À la croisée de la vie professionnelle et la fin de la vie estudiantine, l'émotion était au rendez-vous. Je suis heureuse d'être la majeure de ma promotion. Alors, je suis très reconnaissante envers eux. Il faut savoir que j'étais venue de l'étranger et j'étais un peu perdue au départ et ils ont tout fait pour que je puisse m'intégrer au mieux et que je puisse m'épanouir vraiment au sein de l'école. C'était un objectif accompli parmi tant d'autres que j'avais préalablement visé dans un vision board élaboré depuis 2024 et c'est tout à fait un honneur pour moi. La promotion a porté son choix sur l'opérateur économique de Kai Aminyang, mais le sort a fait que cette cérémonie se déroule en son absence, car il est décédé. L'homme propose, Dieu dispose. Donnons le nom de la promotion 25 de l'ISC Business School au patriarche Feu El Hadj Aminyang est un honneur inestimable et une fierté inouïe pour sa famille, le Mali, sans oublier Kai. Un hommage mérité a été rendu à certains professeurs de l'ISC Business School à travers des distinctions. 5 unités industrielles de Kita visitées par le chef de l'exécutif régional, Daouda Maïga. Objectif, s'enquérir des conditions de travail et mesurer la capacité de résilience de ces unités. ORTM Kita, Mahamadi Alioubari. Les 5 unités industrielles de Kita visitées par le chef de l'exécutif régional sont spécialisées respectivement dans la transformation de l'huile, de la farine, de l'aliment bétail et du savon. Les matières premières produites sont transformées sur place afin de répondre à la demande du marché local et national. Bon, l'usine tourne en merveille, mais on a un problème de ravitaillement de blé. Bon, l'appel qu'on lance à l'endroit des autorités, c'est pour nous aider, qui nous donnent un coup de pouce pour qu'on puisse avoir suffisamment de blé et travailler en temps plein. L'année passée à cette année, nous n'étions que dans le soja. Voilà, nous triturons uniquement le soja, mais cette année, nous sommes en train de faire le soja, l'arachide et le coton en même temps. Et l'usine a une capacité de production, de transformation de 30 tonnes d'oléagineux par jour. J'utilise indirectement 28 personnes et directement j'utilise 7 personnes. Ces sites démontrent une puissance industrielle. Le nouveau moulin du Mali produit 400 tonnes de farine et de blé par jour. La société Diatrofa Soja et graines de coton transforme 25 tonnes de tourteaux et près de 400 litres d'huile quotidienne. Quant à l'huilerie Seydou Diallo, elle atteint une capacité de 12 000 litres d'huile par jour et l'entreprise Djekabara située à Fodebougou. Nous produisons du tourteau entre 90 à 100 tonnes en 24 heures. Et nous avons constaté qu'elles sont pratiquement toutes en train de produire. Nous avons vu également des unités qui recrutent beaucoup de personnel à Kita. Nous savons également que certaines unités de la région de Kita fourniront la région de Kaï de Nyoro, notamment en matière de trituration d'aliments bétail de 10% octroyés par le gouvernement de la République du Mali. Ces unités créent de l'emploi malgré les difficultés du moment liées au coût de production et à la recherche de matières premières. La CENTIF Mali et ses partenaires sont à pied d'œuvre à travers une série de rencontres régionales pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Retrouvons depuis Kulukoro Adama Traoré. Après le retrait du Mali sur la liste grise du groupe d'action financière communément appelé GAFI, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par la CENTIF et ses partenaires en collaboration avec le gouvernement du Mali. La thématique
de la rencontre porte sur l'utilisation du renseignement financier, confiscation des avoirs entre aides judiciaires et coopération internationale. Après plusieurs formations intervenues à Bamako, la présente est la deuxième d'une série envisagée qui va couvrir la plupart des régions administratives du pays. Ces formations contribueront à renforcer et pérenniser les récents acquis enregistrés par le Mali, notamment son retrait de la liste grise du GAFI. Pendant 3 jours, les acteurs concernés par la formation seront outillés sur la connaissance des concepts de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en passant par la compréhension des enquêtes financières jusqu'à la présentation du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La prise de mesures pour tarir les sources de financement des terroristes est une impérieuse nécessité. C'est pourquoi il est important que les autorités de poursuite, les enquêteurs des forces de sécurité, les agents de contrôle des douanes et des eaux et forêts et les analystes travaillent en synergie. Cette session a été rendue possible grâce au soutien financier de la BAD à travers les projets d'appui aux structures de gouvernance PSG. Les tours à Bamako et on va se rendre sur la place du cinquantenaire où se tient la 11e édition du festival Ogobanya. Ogobanya qui présente cette année des innovations. Tout le village est éclairé et alimenté à l'énergie solaire. C'est là pour assurer l'indépendance énergétique d'une part et d'autre part, promouvoir le savoir-faire et l'ingéniosité des jeunes Maliens. Ce soir, nous nous intéressons à cette innovation énergétique à Ogobanya 2026 et c'est un dossier signé Abdulkarim Kabar. Pour être en conformité avec le thème de cette année, Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable, les organisateurs de la 11e édition du festival Ogobanya ont mis l'accent sur l'énergie solaire. Sur le site, c'est un champ de 168 panneaux avec une capacité de 660 MW chacun installé. Nous, étant une entreprise malienne spécialisée dans le domaine des énergies solaires, on s'est dit nous allons venir mettre à disposition un système solaire adapté pour pouvoir prendre leur charge et profiter aussi de donner l'exemple et montrer à suffisance qu'on n'a pas le choix. Si nous devons être résilients aujourd'hui, on s'est dit qu'on n'a pas le choix, c'est d'aller vers ça. Et si nous avons quelque chose qui est gratuit, ça c'est le soleil. Et nous sommes satisfaits de cette centrale puisque quand j'imagine, nous avons 277 stands avec des stands de restauration, des machines à café, des chauffe-eau, toute une grande consommation d'énergie. Et tous ces dispositifs demandent beaucoup d'électricité. Compte tenu des difficultés, nous avons misé sur l'énergie solaire et vraiment, pour le moment, c'est très bon. Avec cette mini-centrale de haute tension, la consommation des 277 stands, sans oublier les scènes de spectacles, sont assurées avec succès. Le village consomme en moyenne à près 40 à 50 kW et lorsque les scènes sont en marche, nous atteignons dans les 60 à 70 kW. Nous sommes une équipe de 10 personnes et nous avons fait ce chantier-là en 5 jours. Là, nous avons 2 congélateurs. J'ai aussi des micro-ondes, tout ça, ça fonctionne avec ça. Ça se passe très bien. Nous fonctionnons 100% avec l'électricité. Malgré qu'il n'y a pas assez de soleil, mais ça arrive à tenir. Cette édition entend repositionner la culture au centre des solutions face aux défis sociaux, économiques et sécuritaires du pays, notamment avec des solutions au plan local. À travers un jeune du pays d'Ogon qui a eu la brillante idée d'apporter sa pierre à l'édifice, mais surtout pour la réussite du festival culturel Ogobanya, en prenant en charge la totalité des activités du village du festival à travers le solaire. C'est une première chez nous, c'est une première au Mali et ça doit sincèrement être soutenu parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, notre pays a besoin d'apporter des solutions aux problèmes, surtout au niveau local. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à travers cette unité du solaire implantée sur le site du village d'Ogobanya. C'est salutaire, c'est professionnel et c'est vraiment encouragé. De 0h à 6h du matin sur le système solaire à 100%. Donc vraiment, vous imaginez ma satisfaction. La disponibilité du courant, sa qualité. Nous remercions notre partenaire qui est EcoSolutions qui nous a facilité tout ça.
Pendant une semaine entière, tout le village de la 11e édition du Festival Ogobanya est alimenté à travers l'énergie solaire, donc moins de dépenses en termes de carburant pour les groupes électrogènes. Si l'événement se tient comme l'un des plus ambitieux défis de création, il est aussi un véritable créneau de démonstration des talents, de la culture et du savoir-faire. Ogobanya sur la place du cinquantenaire. Nous allons parler d'un autre festival. Il s'agit de la 13e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni. Et cela fait 13 ans consécutifs que se tient ce festival pour promouvoir et valoriser la culture malienne dans sa diversité. Cette année, le thème est culture comme facteur de paix et d'unité dans un Mali multiethnique. Abdul Karim Konati nous en parle. C'est dans une ambiance festive marquée par des prestations artistiques que les activités de la 13e édition du Festival international d'Idadi ont été lancées. Une édition dont l'objectif est de promouvoir la paix et l'unité dans un Mali multiethnique. Placée sous le thème « Culture comme facteur de paix et d'unité dans un Mali multiethnique », cette édition nous rappelle que l'art et la culture sont bien plus que de simples formes d'expression. Ils sont notre mémoire collective, le reflet de notre diversité et un puissant levier de dialogue, de tolérance et de cohésion sociale. Sous la haute impulsion des plus hautes autorités de la transition, le gouvernement de la République du Mali a fait de la culture un pilier stratégique de la refondation nationale. Convaincu que le Mali croix ne saurait se construire sans une base culturelle solide. Après la cérémonie d'ouverture, place à la coupure de ruban suivie de la visite des stands abritant des articles de diverses natures, des articles qui reflètent l'image de la culture malienne. Il y a des produits artisanaux qui sont tout à fait appréciables. On voit que de plus en plus la créativité est en marche et c'est souhaitable que l'on développe davantage la créativité et la production de produits artisanaux qui puissent être utilisés par les populations maliennes. Le Festival international d'Idadi au fil des ans s'est imposé comme un rendez-vous culturel majeur de notre région, avec toutes ces retombées économiques qu'on vient de le constater à travers la visite des stands et des produits artisanaux locaux exposés et surtout c'est aussi venu des pays amis de l'AIS. La première nuit de ce festival a été consacrée à la prestation de la troupe artistique et culturelle de Bougouni, une troupe qui a fait le sacre à la Biennale à Tombouctou. Au total, 5 pièces ont été présentées au public. Le théâtre, les solos de chant, la danse traditionnelle, l'ensemble instrumental et c'est l'orchestre régional qui a bouclé la boucle. Et toujours pour magnifier notre culture, le RTM vous propose ce soir dans nos programmes, dans le cadre de la fête de l'Armée, une émission exclusive. Le RTM a enregistré le mercredi 28 janvier 2026 un numéro spécial de son émission Dambekene, placé sous le signe de la mémoire, de l'honneur et de la reconnaissance. Ce rendez-vous spécial est un djanjo adressé aux militaires et aux civils tombés pour la défense de la patrie. L'émission revisite les hauts faits d'armes de l'armée malienne, salués sur la scène internationale tout en interrogeant l'histoire pour mieux éclairer le présent et l'avenir. L'émission s'est tenue sous le parrainage, tenez-vous bien, du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. En prélude donc à cette diffusion dans peu de temps, nous vous proposons un extrait exclusif de cette émission mémorable avec Tamsir Diabaté et ses invités. Janjo fole jonin jonye janjo ko na lendiba anka kesetere ka kese nyabo ka nyabo fe ka di sora siluma frafina tonde kala tigi na balu jabate janjo folo ne bidi kelu ka janjo fo alwe ko ni janjo folo to munake mo me nyala sema boro ko tala bina kera nyala dilole ambata sunima kase sokoma fama dugate banya fola. Le 22 septembre 1778 Malika kele folo kera condition jonyama o tabale manga o indépendance de Malika dati abena 22 septembre afokele c'est bien aunga jamana tumamina Algérie baka indépendance nofe o kera samba kere ni keme koronton ani biworo ni fla Mali ye cheboke kata o Algérie keneka ambulangolo matade ananga keleke minau ananga keleke duguni nanga keleke waru kata Algérie bo bolola aye che uyininga aye
kidali che unyininga katomok tu che unyininga kagawo che unyininga chayala ukachaya kindo fawe kulu fi bena bete cheya kindo to beko atale wana polo bembolo bete cheya garisi geno yoye atale nyese kumala bete cheya kumani cheya kelente atale kisigi kiyere kufo musokulu chela ibi cheya atale kadi ifeje kadi mogolu wa ari meyene bonya atale kaumbo jonya laninga uhoronya arme merci. À noter que l'émission sera également en direct sur nos plateformes digitales. Dambekene, une réalisation de Mohamed Jaouré, dit confiance sur une présentation de Tamsir Diabaté à suivre absolument sur ORTM1. Je vous reste à vous souhaiter tout simplement une bonne suite des programmes à notre compagnie. Un grand merci à nos téléspectateurs de